crois que nous sommes en direct. Parfait. Bonjour à tous. Bonjour. Et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur comment redémarrer son SI après une cyberattaque. Comment se protéger de ces cyberattaques avec des sauvegardes, de l'immobilité pour une reprise fiable. Les forces en présence, je m'appelle Thomas Deschamps, je suis ingénieur commercial pour Netways et je suis accompagné de mon collègue Laurent. Bonjour, Laurent Bayerlet, donc commercial également chez Netways. Donc, notre rôle, c'est de comprendre le fonctionnement de nos clients, le fonctionnement de leur informatique et de les accompagner dans la conception et le déploiement de solutions, et notamment de solutions en lien avec la reprise d'activité après cyberincident. Alors, Netways, nous sommes opérateurs cloud depuis 2008. Hein, ça fait quelques années que nous existons. Vous nous connaissez certainement. Nous sommes maintenant à peu près une soixantaine de collaborateurs. Nous traitons 250 clients. Donc, nous sommes effectivement essentiellement cloud service provider. Thomas va vous donner un petit peu plus d'informations sur nos métiers. Exactement. Donc, Netways, on intervient historiquement sur le réseau, on est nous-mêmes opérateurs. On intervient également sur le réseau LAN pour leur construction et leur exploitation, sur les infrastructures, systèmes, qu'elles soient on-prem chez nos clients ou hébergées sur notre cloud privé ou hybridées entre ces plateformes. On intervient aussi bien sur la construction que sur l'exploitation au quotidien de ces environnements, leur gouvernance, c'est-à-dire le pilotage, le suivi, le relevé de métriques, et en expertise sur des sujets précis, et notamment sur des sujets en lien avec la sécurité. Alors, comme vous le voyez, à côté de notre logo en haut à gauche, vous avez un nouveau logo qui s'appelle Gility. En effet, nous avons, depuis février, intégré le groupe Gility. Gility est une entreprise spécialisée dans la gestion des infrastructures informatiques pour les organisations, les DSI, les entreprises, les grands comptes, etc. Son activité consiste, en résumé, à accompagner nos clients tout au long du cycle de vie de l'infrastructure, de leurs infrastructures IT. Donc, ça va être du conseil à la maintenance, en passant par la transformation, l'exploitation, le recyclage. Et donc, avec l'arrivée de Netways, Gility rajoute quelques briques importantes à son offre. Le cloud, la sécurité, la connectivité. Donc, nous sommes capables d'offrir maintenant une offre 360 à tous nos clients, donc du conseil à la maintenance et au recyclage des assets informatiques. Les cyberattaques, changement de paradigme, c'est-à-dire que les cyberattaques, on le sait, sont un domaine très mouvant. Les patterns qu'on observe changent régulièrement et évoluent. On a choisi de ne pas vous noyer de chiffres marchés, il en existe beaucoup, vous en trouverez énormément sur Internet. Si je devais en citer deux, et seulement deux, il y a un rapport de cybermalveillance, donc le GIP du gouvernement sur la surveillance de ces cyberattaques et de la préparation des entreprises face à ça. On a donc 80% des PME qui estiment qu'elles sont sous-préparées ou ne savent pas si elles sont suffisamment préparées pour faire face aux risques cyber. Et on a 16% des PME, c'est un chiffre toujours à prendre avec des pincettes, mais qui admettent avoir subi une cyberattaque ou un cyberincident au cours des 12 derniers mois. Et ça, c'est celles qui veulent bien l'admettre. Dans le portrait robot des cyberattaques, depuis quelques trimestres et même quelques années maintenant, on voit une grosse évolution sur le volume et la fréquence de ces cyberattaques. C'est-à-dire que là où on avait auparavant des attaques qui étaient un peu rustiques et lancées dans des proportions, on va dire à l'échelle humaine, aujourd'hui on a des attaques qui sont en 24/7, qui sont automatisées, avec des bots, avec des scripts qui tournent pour attaquer à grande échelle, chercher les failles de vulnérabilité et ensuite transmettre à des équipes spécialisées. Donc on arrive sur plus de sophistication de ces cyberattaques, avec un marché de la cybermalveillance qui se spécialise, qui s'industrialise, avec des chaînes de valeur un peu nouvelles qui se créent, avec des spécialisations par rôle. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le phishing, dans le vol identifiant, qui vont ensuite les revendre à d'autres, qui vont aller chercher à faire de l'attaque un peu plus ciblée, exploiter des vulnérabilités. Enfin, voilà, on voit ces nouveaux schémas-là qui se développent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des gens qui s'attaquent non plus seulement, soit de façon très ciblée à des très grands groupes pour nuire,
mais aussi à toutes sortes d'organisations et avec des moyens importants pour aller chercher les vulnérabilités, les exploiter et taper en gros là où ça fait mal, y compris sur des organisations qui pourraient estimer ne pas être la cible privilégiée de cyberacteurs. Pour rentrer un peu plus dans le détail, Laurent va nous donner deux, trois éléments de contexte. Alors, effectivement, suite à ce que vient de dire Thomas, quand on subit une cyberattaque, il va y avoir vraiment de réels impacts. Bien évidemment, l'impact sur les opérationnels, hein, les interruptions de service, la production s'arrête complètement, etc. On se doute vraiment de cet impact-là. Mais il y en a d'autres qu'on soupçonne un petit peu moins. Dans les impacts traditionnels, on va retrouver l'impact sur les données. Bien évidemment, on a de la suppression, on peut se faire supprimer des données, il va y avoir du vol pour de la revente derrière, etc. Donc, l'impact financier, on le connaît bien, hein, ça peut être des rançons. Ensuite, il y a le coût de la restauration, le coût du redémarrage de son SI. Il peut y avoir de la perte de revenus, bien évidemment, parce que si l'entreprise s'arrête, problème sur les commandes, les livraisons, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et ça peut même aller jusqu'à des amendes ou des sanctions si vous êtes une grande entreprise et que vous n'avez pas mis en place tous les mécanismes, je dirais, traditionnels pour empêcher les cyberattaques. On peut effectivement maintenant, au travers de nouvelles directives comme NIS2 et autres, être responsable de cela. L'impact sur la réputation, on y pense des fois un peu moins, mais il est vrai que une entreprise, il peut y avoir une perte de confiance de ses partenaires, hein, clients, fournisseurs, etc. On a une exposition médiatique. On peut le voir en ce moment. Hein, on a vu France Travail dernièrement, Leroy Merlin, etc. Ça fait la une des journaux et c'est pas toujours très agréable et très sympa de voir comme ça l'impact que ça peut avoir sur les médias. On a effectivement aussi un impact stratégique auquel on ne pense pas toujours. Ça peut être la perturbation de projets, des pressions réglementaires pour payer ou l'assurance cyber, mais par exemple dans les projets, dans les perturbations, vous êtes en train de migrer de RP par exemple, on sait que la migration d'un ERP, ça prend beaucoup de temps, c'est très structurant pour une entreprise. Prendre une cyberattaque au milieu de cette transformation, ça peut mettre le projet à mal et redémarrer de zéro. Et quand on sait effectivement le temps et la complexité que cela est, il y a un impact stratégique qui est non négligeable. Et puis un impact psychologique aussi. Lorsque vous subissez une cyberattaque, il y a un certain stress, une fatigue des équipes. Parce qu'effectivement, pendant des semaines, pendant des jours en tout cas, et peut-être des fois des semaines, il va y avoir effectivement une pression pour redémarrer coûte que coûte au plus vite le SI et tout ce qui tourne autour pour assurer la pérennité de l'entreprise et redémarrer tous les services de l'entreprise. Alors, pour effectivement minimiser au mieux ces attaques et pouvoir redémarrer plutôt face à une attaque, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est plus vraiment si on va être attaqué, mais plutôt quand, hélas. Effectivement, quelques bonnes pratiques à mettre en place, comme améliorer sa résilience et puis vérifier la santé de ses sauvegardes. Exactement, donc on connaît la bonne pratique maintenant bien connue sur le marché de l'informatique du 3-2-1 de la sauvegarde, donc 3 copies de données sur 2 médias différents et au moins un qui soit hors site. On peut y ajouter +1, +0 pour les puristes, +1, c'est-à-dire qu'il faut que la copie externalisée soit parfaitement isolée du reste des environnements, et 0, 0 erreur dans les jobs de sauvegarde, puisque ça peut cacher soit une sauvegarde qui se passe mal, ça peut masquer d'autres défauts et habituer les équipes à des situations, à des volets en rouge, ce qui n'est jamais une situation souhaitable. Parmi les bonnes pratiques, il y a évidemment le chiffrement des flux, notamment sur la sauvegarde, les flux doivent rester chiffrés. La sauvegarde, on recommande qu'il y ait une version qui soit donc immuabilisée et le plus possible déconnectée et externalisée. Des systèmes de production, ça peut être à travers des mécanismes réseau, à travers des mécanismes côté stockage, on aura l'occasion d'en reparler.
Il y a une bonne pratique aussi de protection de l'environnement qui est autour de la sauvegarde, donc des comptes admin qui ne soient pas les mêmes que ceux de l'annuaire, des comptes admin bien identifiés avec de la double authentification dessus. Il y a de plus en plus dans les outils de sauvegarde la possibilité de désactiver des droits, de donner le moindre privilège aux différents acteurs pour éviter aussi de la compromission et de créer un rôle officier de sécurité qui a aussi des droits limités sur l'infra de sauvegarde. Et parmi les bonnes pratiques, mais là je pense que je n'apprends rien à personne, tester régulièrement ces sauvegardes. À la fois tester leur restaurabilité, mais aussi le fait que les données sauvegardées sont saines. Il y a des mécanismes aujourd'hui qui existent, Laurent en parlera juste après, mais qui le permettent. Et enfin, la mise en place d'un PRA, c'est-à-dire que d'avoir un environnement de reprise prêt à partir et des procédures documentées pour le mettre en œuvre. Ça fait aussi partie des bonnes pratiques. Ce n'est pas toujours en place dans les entreprises, on constate. Pour faire un zoom sur le coffre-fort, donc cet environnement, ce jeu de données externalisé et immuabilisé, l'idée c'est d'avoir une sauvegarde sur un repository qui soit hors production, le plus déconnecté possible. Ça peut être à travers de la rupture protocolaire, ça peut être à travers de la rupture réseau, donc avec des flux qui s'ouvrent et se ferment sur les fenêtres de sauvegarde. Ce coffre-fort doit être donc une copie parfaite des données stockées localement. On conseille quand même souvent de garder un jeu de données local pour de la petite restauration du quotidien en proximité. Et l'immuabilité doit être configurée pour éviter, l'immuabilité, c'est donc que rien ni personne ne puisse altérer la donnée jusqu'à une date qui aura été définie. Quand on dit rien ni personne, ça peut être quelqu'un de malveillant, ça peut être simplement un administrateur maladroit. Et enfin, de procéder à des analyses, il y a des moyens d'automatiser, mais donc de la santé de la sauvegarde, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas elle-même compromise, infectée, cryptée, parce que des données cryptées sauvegardées, on restaurera des données cryptées. Je me permets d'interrompre. On a une question. Est-ce que la bande peut faire partie d'un coffre-fort tel que vous le décrivez? Alors, c'est une question qui revient en effet assez souvent. La bande coche beaucoup de cases, c'est-à-dire que oui, forcément, par nature, on est déconnecté du système, par nature, on est immuable. La bande, elle est très adaptée pour des rétentions longues, voire très longues, et surtout pour des questions de conformité. Donc, en ça, c'est une bonne solution. Là où on lui trouve quand même quelques inconvénients, c'est sur la restauration. C'est-à-dire que faire des tests réguliers de restauration à partir de bandes, c'est quand même lourd en manipulation. Et c'est également un peu plus lourd si on doit reprendre à grande échelle. Donc, à reprendre tout un ici à partir de bandes, c'est une opération qui est un peu plus longue et un peu plus laborieuse que pour une reprise à partir de disque. Mais donc, ça peut être aussi envisagé comme une solution complémentaire. Pourquoi pas d'avoir sur disque une rétention peut-être un tout petit peu plus courte pour revenir à un état, parce qu'on cherche rarement à revenir à l'état d'il y a 1 an ou d'il y a 2 ans. Mais pour revenir à un état récent. Et puis sur bande, pour des rétentions plus longues, ça peut être pour des questions de conformité réglementaire. Alors, effectivement, on parle de coffre-fort pour sécuriser ces sauvegardes, pour éviter qu'elles soient supprimées, parce qu'on le sait, aujourd'hui, une attaque, c'est on supprime d'abord les backups avant de chiffrer les données, etc. Donc, d'où l'immuabilité, d'où un coffre-fort, comme en parlait à l'instant Thomas. Mais effectivement, il faut vérifier ces sauvegardes, parce que si vos données ont déjà été compromises, qu'elles ont été sauvegardées en production, puis déposées dans le coffre-fort, qui lui est inaccessible par défaut, si elles sont compromises, on va conserver des données bloquées, mais qui seront inaptes à faire une quelconque restauration puisque compromises. Donc, il faut effectivement mettre en place des mécanismes pour, tout au long de la sauvegarde et de la protection de ces données, des mécanismes qui permettent de vérifier autant que faire se peut de la santé et de la cohérence et de l'intégrité de ces données. Donc, déjà pendant la sauvegarde, en fonction des outils que vous utilisez, vous pouvez surveiller l'activité qui a été faite au niveau de ces données. Est-ce que vous avez... on peut détecter des comportements suspects. Par exemple, si vous, en temps normal, vous sauvegardez 10 000 fichiers, que tout d'un coup, le jour d'après, vous en sauvegardez le double, on a effectivement, ça doit mettre la puce à l'oreille, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est peut-être normal, mais par défaut, c'est un comportement qui peut être suspect. Donc, il peut y avoir effectivement des IO inhabituels, des
des noms de fichiers et des extensions qui changent. Si vous avez la possibilité de vérifier, de faire un peu d'entropie et de vérifier le contenu des données, c'est l'idéal, hein, d'aller vérifier qu'une base SQL, elle est toujours estampillée comme base SQL et pas, parce que ce n'est pas parce qu'elle s'appelle .SQL ou .ppt, .powerpoint que c'est un PowerPoint. Bien évidemment, surveiller on en parlait à l'instant là, de limiter les droits, etc. Donc, surveiller les évaluations de privilèges sur des données, sur des exécutables, etc. Donc, tout ça, ça peut se faire un petit peu pendant la sauvegarde. Et puis, post-backup, dans le Vault, on peut effectivement aller travailler plus en profondeur pour vérifier que les données sont saines. Donc, ça va être démarrer les VM, les applications, vérifier qu'elles tournent correctement, que dans une application, dans une base de données, on a bien les données qui sont cohérentes avec ce qu'il y avait la veille. On peut réanalyser les sauvegardes avec un antivirus différent de celui qui est en production. On peut faire du scaleware malin. Donc, vérifier tous ces indicateurs de compromission. On peut faire une analyse comportementale, hein, pour être sûr qu'effectivement, il n'y a pas un chiffrement qui se fait tous les X bits sur les fichiers, donc qui passerait en dessous des radars. Et puis, vérifier effectivement qu'il n'y a pas eu des chutes je dirais, des volumes de sauvegarde qui sont anormaux, une compression et une déduplication qui soit faible. Donc, qui dit des dupes faibles dit certainement soit c'est du multimédia, ce qui est normal, soit c'est des données qui sont chiffrées. Là, pour le coup, c'est peut-être pas normal. Est-ce que vous avez dans vos différents jobs de backup des échecs répétitifs, etc. etc. Donc, vraiment vérifier le plus possible l'état des données, la cohérence, l'intégrité des données que vous avez sauvegardées. Alors ensuite, effectivement, lorsque vous subissez une attaque, il y a quelques bonnes pratiques à mettre en place pour assurer une reprise dans les meilleures conditions possibles. Thomas, je te laisse développer un petit peu le sujet. Oui, donc il y a des actions qui doivent être des actions réflexes, hein, c'est le bouton rouge d'arrêt d'urgence, donc l'isolation complète des systèmes compromis pour éviter une propagation et donc limiter les dégâts. La sanctuarisation des sauvegardes pour justement s'assurer de pouvoir repartir. Donc, on arrête tous les flux, on coupe tous les flux qui touchent à l'architecture de sauvegarde. Et ensuite, s'il existe le déclenchement du plan de reprise ou de continuité d'activité, évidemment sur la base d'une documentation à jour et sur support papier. Et ensuite, mobiliser les bonnes équipes. Là aussi, c'est quelque chose qui peut se préparer, qui peut se procédurer. Ça peut être de façon légère ou détaillée, hein, mais peu importe. Mais parce qu'on va voir que ça fait entrer en piste beaucoup d'acteurs au sein de l'entreprise et hors de l'entreprise, puisque parmi les grands principes de la reprise, il y a la communication qui doit être maîtrisée. Ce n'est pas un sujet informatique, ce n'est pas que un sujet informatique, c'est un sujet qui touche bien sûr les utilisateurs dans l'utilisation du quotidien, mais aussi des partenaires, ça peut être des clients, des fournisseurs qui peuvent être impactés. La direction, bien sûr, qui doit être informée et mobilisée justement pour coordonner les actions de tous. Et il y a un aspect juridique qu'on a tendance à sous-estimer, parce que oui, on est souvent ébloui, ou enfin, voilà, on ne voit que l'impact sur l'activité, mais il y a un vrai enjeu légal, puisque il faut déjà déposer plainte en gendarmerie, apporter des éléments pour appuyer cette plainte. Et il y a également un enjeu sur le respect des prévenances, notamment en cas de fuite de données personnelles, qui est important et qui peut faire peser un vrai risque juridique sur l'entreprise. Et le principe de base, ne pas avoir confiance dans les données, qu'elles soient dans les sauvegardes, qu'elles soient dans les systèmes, qu'elles soient réputées compromises ou non. Le principe, c'est zéro trust. Pour continuer sur les bonnes pratiques à mettre en place, on va commencer d'ailleurs, après une cyberattaque, on va essayer de redémarrer dans un environnement, je dirais, type bac à sable. Donc, si vous avez déjà une infrastructure temporaire, soit un environnement dans le cloud, un environnement chez nous par exemple, un site secondaire, une clean room, si vous avez déjà mis en place toutes ces choses-là. Donc, on va déployer ce type
ce type d'environnement pour pouvoir redémarrer dans un environnement bien contraint. Comme le disait Thomas, hein, on ne peut pas faire confiance à la donnée, même si on l'a déjà surveillée, on va refaire le travail d'analyse des sauvegardes, hein, bien évidemment, avec des outils à jour, que ce soit antivirus, un anti-malware, un anti-malware, pardon, l'outil H4N6 que vous pouvez avoir si vous l'avez mis en place, etc. Et puis, vous allez effectivement restaurer sur uniquement des données, du coup, réputées, on va dire, pré-vérifiées et saines, et vous n'allez restaurer vous allez faire une restauration, je dirais, sélective et progressive pour éviter la réinfection. Donc, en gros, on ne va redémarrer que les services essentiels à l'activité de l'entreprise par ordre de criticité. Et puis derrière, une fois que vous avez effectué donc analyse, restauration et vous avez redémarré je dirais, les services les plus critiques pour la bonne continuation de l'activité de votre entreprise, on va valider l'intégrité et la cohérence applicative. C'est-à-dire vous allez ouvrir l'accès à ces données restaurées à certains utilisateurs qui étaient déjà identifiés dans les différentes procédures que vous avez pu mettre en place. Ces utilisateurs vont valider que les VM fonctionnent correctement, que la base de données est correcte, que votre ERP, votre CRM contiennent toutes les données qui soient cohérentes, etc. Et une fois que ces utilisateurs ont donné, je dirais, une sorte de tampon, vous allez pouvoir ouvrir ça au reste de l'entreprise pour redémarrer donc l'activité de celle-ci dans les meilleures conditions possibles. Alors, une fois qu'on a effectivement redémarré, une fois que cette cyberattaque est passée et que votre SI est remonté, il va falloir réapprendre de l'attaque. Il va falloir effectivement faire une analyse complète à tête reposée, donc reconstruire la timeline, comment ils sont rentrés, par où ils sont passés, comment ils sont, par où les hackers, comment ils se sont déplacés dans le SI de l'entreprise. Quels étaient les impacts business, classer ces impacts business par ordre d'importance. Ensuite, détecter effectivement s'il y a eu des erreurs ou des lenteurs dans les prises de décision, c'est important, parce qu'on peut très bien avoir décidé de redémarrer un service par rapport à un autre, alors que ça aurait dû être l'inverse, etc. Bien évidemment, mettre à jour toutes les procédures qu'on peut avoir. Hein, si vous avez un PRA, si vous avez une procédure de PRA, de redémarrage, des runbooks, etc. Donc ça, on va mettre à jour toutes les documentations par rapport à ce qu'on a pu vivre au travers de cet événement. On va mettre à jour, bien évidemment, les systèmes, etc. Renforcer les contrôles d'accès, peut-être encore baisser les privilèges de tout un chacun dans l'entreprise, faire peut-être améliorer encore la segmentation réseau, etc. Donc, beaucoup de choses qui vont être à mettre en place, je pense, après une cyberattaque et effectivement corriger tout ce qui aurait été mis en lumière au travers par cette attaque. Et puis derrière, ça permet aussi d'améliorer sa résilience. Hein. On avait un PRA ou on n'en avait pas, donc on va en mettre en place un PCA également pour l'externalisation des backups si on n'avait pas. Enfin bref, on va améliorer sa résilience, la résilience de son SI en fonction de tous les enseignements qu'on aura pu tirer de cette attaque. Et puis, quelque chose d'extrêmement important, c'est continuer à sensibiliser les équipes. On le voit, les campagnes de phishing, on en a tous les jours, j'imagine. On reçoit tous les jours des mails qui sont de mieux en mieux faits, d'ailleurs, de points relais, qui vous disent « je n'ai pas pu vous livrer », mais en fait, c'est effectivement, bien évidemment, c'est quelque chose de fraudulé, mais c'est toujours de mieux en mieux fait. Et donc voilà, la cyber-résilience, c'est un sport d'équipe comme on peut l'écrire. Il faut vraiment, vraiment continuer à sensibiliser l'équipe sur ce sujet. Pour ramener tout ça à NetWise, on accompagne nos clients sur les deux grands axes, qui sont donc la prévention et la rémédiation. La prévention en intervenant sur le design de sauvegarde
respectant les bonnes pratiques et donc avec immuabilité et de plan de reprise d'activité. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, donc ça, on est plutôt sur la réponse. Et le deuxième volet, c'est le maintien en conditions de sécurité, c'est-à-dire s'assurer que les systèmes présentent le moins d'exposition possible au risque cyber, en maintenant en conditions de sécurité, en faisant une veille sur les vulnérabilités et sur les configurations. Ça, c'est des services qu'on sait proposer à la fois sur les environnements qui sont hébergés chez nous et ceux qui ne le sont pas. Et enfin, en cas de cyberattaque, NetWest dispose d'une cellule de crise pour ses clients, qui est composée d'experts système, réseau et sécurité. Donc, en faisant intervenir ces 3 practices-là, ça nous permet de réagir en cas de cyberattaque, d'accompagner nos clients à la fois sur la restauration des données, la reconstruction du système d'information et sur la gestion de la crise. Donc, voilà ce sur quoi nous intervenons. Nos clients, vous voyez quelques logos ici, on travaille avec eux sur ces thématiques-là. Je n'entre volontairement pas dans le détail des services que nous pouvons proposer, ça, c'est des choses qui sont sur mesure à voir avec chacun d'entre vous si vous le souhaitez. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Oui, n'hésitez pas. Ouais. Si vous êtes timide. Si vous avez des questions, effectivement, n'hésitez pas. C'est le moment. On sera un plaisir d'y répondre avec Thomas. Dans la limite de la déjeuner, bien sûr. Bien sûr. Des choses importantes. François, si tu as... S'il y a des questions qui arrivent. Non, je n'ai pas d'autres questions qui ont été posées. Donc, on va pouvoir conclure. Pas de souci. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu présent à ce webinaire. N'hésitez pas effectivement à nous contacter dans le cadre de celui-ci, mais pour tout autre besoin. Hein. Vous avez vu, notre scope d'activité et d'expertise est assez large. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous et n'hésitez pas également à donner votre avis sur ce webinaire. Thomas, je te laisse peut-être le mot de la fin si tu le souhaites. Eh bien voilà, ce qu'on vient de se dire, c'est que la menace évolue, les moyens de se prémunir doivent évoluer en conséquence. On est sur un domaine d'activité où il y a encore un sous-équipement, une sous-dotation, malgré une sensibilité croissante, une conscience croissante du risque. Donc à nous, collectivement, d'œuvrer pour rendre le système d'information de nos entreprises plus sûr. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.